Donc bienvenue pour cet entretien avec Aurélien Bélanger, donc ici présent. Donc je vous présente donc Yona Rafi et moi qui sommes étudiants à Lyon 2 en master de lettres modernes pro. Et donc nous allons nous pencher sur l'œuvre d'Aurélien Bélanger, donc l'aménagement du territoire, mais pas que. C'est son dernier ouvrage, mais il avait aussi fait la théorie de l'information 2 ans avant. Donc Aurélien Bélanger, je vous le présente en quelques mots. Donc il est né le 20 avril 1980 à Laval, donc dans le département de la Mayenne, dont on parlera au cours de cet entretien. Et donc il avait fait des études de philosophie, si je ne me trompe pas. Il avait commencé une thèse sur les mondes possibles, je ne sais plus l'intitulé exact, et donc il s'est attaqué à l'écriture avec un essai sur Houellebecq en 2010, sorti aux éditions Léo Cher. Puis il a changé de genre littéraire pour aborder celui du roman, donc avec la théorie de l'information en 2012 et l'aménagement du territoire 2 ans après. Donc il a aussi, on sera amené à en parler, fait des petits caméos dans des films de Justine Triet, donc qui est une cinéaste jeune, tout comme lui. Et donc, nous allons lire un extrait, Aurélien Bélanger va nous lire un extrait de son dernier roman, donc L'aménagement du territoire. C'est plutôt vers la fin, dans la 3e partie du livre, donc au chapitre 27. Bonjour. On m'a demandé de choisir un extrait. J'ai choisi un extrait volontairement caricatural parce qu'on reproche parfois à mes romans de pas être des romans, d'être des essais. Et je me suis dit, bon, je vais vraiment faire quelque chose. C'est très excessif par rapport à la norme du bouquin. Mais c'est le chapitre 27, il y a le droit, c'est 345 pages avancées dans le livre. L'idée que les constantes physiques, comme la vitesse de la lumière dans le vide ou la constante de Planck, pourrait avoir évolué au cours de l'histoire de l'univers, fut suggérée au début du XXe siècle par quelques physiciens, idée sans doute induite par la découverte par Hubble d'une coquille. Non, mais déprimant. Voilà, une coquille passée inaperçue. D'un univers en expansion, ça c'est dingue, hein. Par Hubble, d'un univers en expansion, et par la théorie plus troublante encore de Lemaitre sur l'atome primitif. Si l'univers était en développement, il pouvait être le créateur de ses propres lois, idée curieuse, difficile et anti-platonicienne. L'univers serait ainsi une machine partie à la découverte de ses propres règles. C'est le sens fort du principe anthropique, qui soutient non seulement que les lois de l'univers doivent être compatibles avec l'apparition de la vie, mais encore que ces lois doivent inclure, dans leur développement normal, leur propre découverte par une civilisation évoluée comprenant en son sein une caste de physiciens. Le but ultime des sondes cosmologiques envoyées dans les fosses profondes des points de Lagrange pour photographier l'univers serait alors de se photographier elles-mêmes en montrant que les irrégularités du rayonnement fossile observé contenaient déjà le germe futur de leurs instruments refroidis à des températures plus de 100 fois inférieures à la sienne. Or, la modification même légère de la valeur d'une constante physique aurait suffi à dérégler ce système prophétique, cette douce prédestination physique, ce patient triomphe d'un ordre dont l'homme serait peut-être le seul bénéficiaire et le premier témoin. Un infime dérèglement, une seule erreur de chiffre dans des décimales lointaines, et les atomes légers auraient pu être aussi instables que les atomes lourds et radioactifs. La plupart des propriétés chimiques qui servent de support à la vie auraient alors été censurées dès les premières années de l'univers. Ces constantes, si bien réglées et aux effets particulièrement élégants et aimables, demeurent pourtant une énigme. On a calculé expérimentalement leur valeur jusqu'à des décimales avancées, mais sans jamais parvenir à découvrir les formules mathématiques qui pourraient générer les suites de chiffres aléatoires qui les composent. L'univers, au niveau de ses constantes fondamentales, semble atrocement sophistiqué ou encore inachevé. Une sorte de poussière numérique irréductible subsiste dans les équations transparentes de la physique, poussière qui rend possible, comme le sable utilisé par les peuples antiques pour faire coulisser les blocs de pierre de ces monuments grossiers, la mise en mouvement des choses, mais qui semble bloquer la grande entreprise rationnelle de mathématisation de la physique. Désolé pour le coquille. Donc vous disiez avoir choisi ce passage notamment pour rendre compte d'un aspect en fin de compte assez inaccessible de votre ouvrage, assez difficile d'accès, avec beaucoup de formules issues des sciences, des mathématiques comme la constante de Planck ou encore l'entropie. Pour vous, l'écriture, est-ce que ça relève en grande partie d'une démarche scientifique ? Non,
mais il y a un romanesque pur dans le champ scientifique. J'aurais dû lire, c'était un petit peu long, mais si je développe ce que je viens de lire, cette question de la variation des constantes dans l'univers, l'une des façons qu'on a imaginé de vérifier, c'était de regarder comment s'étaient passées des réactions nucléaires il y a 3 milliards d'années, et si elles avaient créé les mêmes isotopes radioactifs que les mêmes réactions nucléaires aujourd'hui. S'il y avait des petites variations, ça prouvait que les constantes avaient varié dans le temps. Et l'un des exemples qu'on avait trouvé pour faire ça, c'était de partir du réacteur nucléaire d'Oklo au Gabon, qui est l'unique cas référencé d'un réacteur nucléaire naturel, où c'est produit à peu près naturellement en Afrique, ce qui se passe aujourd'hui artificiellement dans un réacteur nucléaire. Et ça m'intéressait parce que jusque-là, c'est à peu près sérieux. Un peu poétique aussi, parce que l'idée que les constantes de l'univers varient et que les lois physiques ne sont pas écrites à l'avance, mais elles seraient écrites par l'univers au cours de son déroulement, c'est une idée assez belle. Ensuite, autour du site d'Oklo, on peut imaginer, en écrivant le livre, j'ai découvert, parallèlement à l'écriture du livre, on a découvert les plus anciens organismes pluricellulaires, les plus anciens fossiles d'organismes pluricellulaires qu'on n'ait jamais trouvés. Et ces organismes, on les a trouvés à proximité immédiate du réacteur d'Oklo. Un scientifique sérieux dirait pas qu'il y a une collusion entre les deux, ou en tout cas formulerait l'hypothèse et la testerait. En tant que romancier, moi je peux développer l'hypothèse que c'est parce qu'il y a eu des réactions nucléaires naturelles il y a 2,5 milliards d'années ici, que ça a créé les conditions propices à l'émergence d'une vie complexe, parce qu'on sait que les radiations accélèrent le processus de variation aléatoire des chromosomes. Donc là, je suis déjà plus vraiment dans la science, je suis dans l'hypothèse. Et c'est une hypothèse paranoïaque que j'aime bien, parce que si on la développe, on arrive à la conclusion que pourquoi pas théorie, qui est une vraie théorie ésotérique, mais qu'on trouve dans quelques livres ésotériques, de l'idée de la seconde humanité. Qu'en fait, on serait la deuxième humanité, il y aurait une humanité avant nous, qui se serait autodétruite, et qu'on serait la deuxième. Évidemment, j'y crois pas, mais je trouve que c'est amusant d'agiter cette hypothèse. Je ne sais pas si vous connaissez la citation d'Einstein, je ne sais pas comment on fera la Troisième Guerre mondiale, mais je sais comment on fera la quatrième. On la fera avec des bâtons et des flèches, quoi. Sous-entendu, ça sera tellement un ravage qu'on détruira la civilisation, on redeviendra des primitifs. Pourquoi pas imaginer, du coup, que les hommes préhistoriques sont eux-mêmes des primitifs, et que ceux qu'on croit être nos ancêtres seraient des descendants d'une catastrophe nucléaire passée. C'est évidemment des thèses fausses, qui sont amusantes, parce que c'est des thèses qu'on retrouve comme telles dans la littérature complotiste, dans les livres ésotériques, etc. Donc ça m'amuse de mettre ça, parce que il y a un moment où on s'appuie à la fois sur du vrai, puis on dessert le vrai, on est dans le crédible, le vraisemblable, et puis c'est amusant de jouer avec ça. C'est d'ailleurs ce que vous faites dans l'aménagement du territoire, vous en parlez de ce lien entre l'histoire et puis la technologie. Et justement, ça me permet de développer là pour le coup une thèse qui est très sérieuse, que j'emprunte à un philosophe qui s'appelle Nick Bostrom, où il explique que le miracle de l'humanité jusqu'à maintenant, c'est que les technologies qui étaient susceptibles de nous détruire, elles sont dures à mettre en œuvre. C'est très dur de fabriquer une bombe atomique, tout simplement. Un pays qui fabrique une bombe atomique, il se fait toujours choper à un moment. Où on le laisse faire, mais bon, c'est pas discret. Sauf qu'il y a 3,5 milliards d'années, vu que la demi-vie de l'uranium faisait que il suffisait, son hypothèse, il suffisait de ramasser un peu de sable il y a 2,5 milliards d'années pour fabriquer une bombe atomique tout de suite. Et lui, il dit que et son texte est assez génial, il explique que le problème des découvertes scientifiques, c'est qu'il n'y a pas moyen de les dépublier. Une découverte scientifique, une fois qu'elle est publiée, c'est fini. Il y a eu le cas qui s'est posé très récemment avec des chercheurs qui ont fabriqué un super virus de la grippe. Il y a eu une polémique dans le champ scientifique. Est-ce que des chercheurs ont le droit de refabriquer le virus ultra-létal de la grippe espagnole? Oui et non. Et là, on n'est plus dans des questions nucléaires, parce que fabriquer un virus artificiel de la grippe espagnole, c'est assez facile, et un homme seul, mal intentionné, peut le faire dans son laboratoire. Et le miracle de l'humanité, ça interroge beaucoup notre rapport à la technique et à l'apocalypse technique. Le miracle qu'on a eu, c'est que pour l'instant, l'image qu'il utilise, qui est très bonne, c'est chaque fois qu'on va faire une découverte, on plonge la main dans une urne, et puis on sort des boules blanches, mais un jour on sortira la boule noire, quoi. Et il dit que si par malheur l'humanité s'était développée 2,5 milliards d'années plus tôt, au lieu de développer la technologie de l'arc, on aurait développé la technologie de la bombe atomique. Et on ne serait pas là. Donc il y a un truc. C'est des hypothèses que j'aime bien, c'est comme l'idée que c'est le début du bouquin commence par ça. On a eu la chance de grandir en tant qu'espèce entre deux grandes extinctions météoritiques. C'est juste, on a du bol. Et c'est quelque chose qui, pour moi, m'interroge
bêtement en tant que romancier, mais je trouve ça, il y a une beauté, et puis c'est assez terrifiant, parce que c'est à la fois la pure contingence de notre vie terrestre. C'est des effets comme ça de mise en scène. Donc la science me procure ce genre de c'est du sublime au sens de Kant, quoi, les choses qui sont belles et qui sont terrifiantes à la fois, ouais, et qui sont belles parce qu'elles sont terrifiantes. La science est pour moi un bon réservoir de sublime. Je suis quand même, aujourd'hui on serait plus des enfants du réchauffement climatique, mais je suis un enfant d'Hiroshima, etc. Enfin, ça reste quand même métaphysiquement prégnant dans nos imaginaires à tous, ces choses quand même, me semble-t-il. Au final, vous nous donnez beaucoup d'informations quand justement vous répondez à cette question, mais comment concrètement vous êtes-vous documenté et comment avez-vous travaillé par rapport à l'aménagement du territoire ? C'est un mélange de hasard en fait. Je voulais qu'un des personnages soit un industriel local. L'un des personnages fait Verdun en gros, et donc il passe son temps dans la boue à étayer sa tranchée. Et du coup, à la sortie de la guerre, il s'y connaît bien en déblaiement de terre, quoi, et en aménagement du territoire. Il a fait des tranchées, donc bon, pourquoi pas. Donc il monte une petite société de travaux publics. Coup de bol, la voiture arrive, donc c'est le moment où il faut fabriquer des routes, asphalter les routes, etc. Et donc c'est à l'origine de la dynastie Topin. Son fils va reprendre l'affaire après-guerre, André Topin. Du coup, c'est l'histoire d'une dynastie industrielle dans le BTP, que ça peut être la dynastie Bouygues si on veut, ce genre de choses. Comment au début ça part de façon accidentelle, et puis comment ça se structure, et puis comment à un moment il rencontre son moment historique. C'est la reconstruction, c'est le moment où il y a un partenariat très fort et assez typique du capitalisme français entre grands capitaines d'industrie et État. C'est le moment en gros où on construit des barres d'habitation partout en France, où on construit des autoroutes, on construit des lignes de TGV, des aéroports. C'est le moment aussi de la France-Afrique où la France construit des choses, etc. Et là, je me dis pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans les 30 Glorieuses ? Il y a la maîtrise de l'atome, la COGEMA, sa société, l'ancienne Areva, etc. Et je découvre, en faisant des recherches, que la COGEMA a exploité une mine d'uranium au Gabon. Je découvre l'existence de ce réacteur naturel d'Oclo, qui est un objet romanesque génial, enfin en soi, hein, pas du traitement que j'en fais. Et du coup, comme ça, je peux entrecroiser des thèmes. Et puis, à un moment, les thèmes se répondent. Et par exemple, le roman se passe aux frontières de la Bretagne. En Mayenne, donc vraiment l'interface entre la Bretagne et la France, quoi. Bretagne, appendice qu'on peut détacher, il reste département. Et je découvre que l'une des grandes mines d'uranium françaises de l'époque, moi je connaissais les mines d'uranium, je me demande s'il n'y en avait pas dans le coin d'ailleurs, mais quelques-unes, et l'une des mines d'uranium, c'est une mine souterraine qui est au large de Pornic, au large du Croisic, au nord vers la Baule, quoi. C'est un filon d'uranium qui creuse comme ça, qui va sous la mer, qui a été exploité puis qui a été arrêté d'exploiter. Et si on continue cette mine d'uranium, on arrive sur l'île du Mai, qui est une toute petite île en Loire-Atlantique, qui n'a aucun intérêt, sauf que je fais des recherches sur l'île du Mai, et là je découvre que l'île du Mai, c'est le centre de la Terre, le centre de l'hémisphère continental, c'est-à-dire si on prend la Terre de façon à regarder d'un côté le maximum de continents, de l'autre côté le maximum d'eau, donc on tombe d'un côté Pacifique, de l'autre côté l'Eurasie, l'Afrique et l'Amérique du Nord. Le centre de cet hémisphère, c'est l'île du Mai. Donc d'un coup, partant de faits un peu avérés, etc., en les tordant un petit peu, je retombe sur une sorte d'ésotérisme bizarre, et je m'amuse à faire que mon roman, qui se passe dans un département anonyme, se retrouve au centre du monde. Oui. Donc c'est tous ces jeux qui sont amusants. Et c'est des jeux avec la documentation. Ça marcherait pas si je me documentais pas beaucoup, et ça marcherait pas si il y avait que de la documentation. C'est qu'il y a un moment, je tente des trucs, et puis ça marche. C'est amusant de tirer comme ça des conjonctions, et d'aller le plus loin possible. Sachant que mes personnages dans le bouquin vont tous trop loin. Ils croient tous beaucoup trop à des théories. Donc c'est un peu, je me mets moi-même en scène en tant que type qui aime bien croire à des théories, mais j'aime bien quelque chose c'est un roman qui est très théorique en apparence, mais c'est quelque chose que moi j'ai eu beaucoup quand je fais des études de philosophie, et c'est pour ça que j'étais pas un bon étudiant en philosophie. J'ai un rapport esthétique aux théories. Je trouve que les théories sont séduisantes par leur beauté beaucoup plus que par leur vérité. Et un roman, ça permet, c'est un roman, la valeur, c'est le vrai ou faux, c'est le beau ou moche en fait. C'est d'où votre attrait pour la théorie du complot en fait, c'est ça ce que vous disiez un peu au début. Oui, en partie, parce que les théories du complot, c'est l'idée que les théories du complot sont l'un des grands
stars émergents de notre époque et que se donnent comme des objets sérieux, scientifiques et polémiques, alors qu'en fait c'est de l'ordre du réenchantement du monde et c'est de recroire à un monde un peu médiéval où tout se tient, quoi. Recroire à un monde d'analogie, recroire à un monde de maître du monde, recroire à un sentiment de maîtrise. Fondamentalement, il y a un sentiment de toute théorie du complot qui imaginerait qu'un groupe de 100 personnes suffise à contrôler la Terre. Et une sorte de désir fou que ce soit encore possible. Et ne serait-ce qu'imaginer que ce soit possible et on soit complètement fou. Et le problème, c'est que les théories du complot, elles sont sérieuses et plutôt mal intentionnées en plus, en général. Et l'idée de départ de l'aménagement du territoire, c'était d'écrire une nouvelle théorie du complot qui soit tellement énorme. Moi, j'avais découvert la théorie des récentistes russes, qui est une théorie qui explique qu'en gros, l'Église catholique au XVe siècle, en fait, en 500, a inventé le Moyen-Âge, en recopiant pour une deuxième fois l'Antiquité, et qu'en fait on ne serait pas aujourd'hui en 2015, mais on serait en 1515, voire en 515, et qu'il y a 1000 ans d'histoire humaine qui ont été inventés. Et ces récentistes russes sont des gens complètement fous, mais assez sérieux dans la mesure où il y a une encyclopédie, ils réécrivent tous les phénomènes. La guerre de Troie et la guerre de 100 ans seraient la même chose sous un autre nom, etc. C'est une théorie complètement folle, et puis quand on l'invalide en se disant maintenant regardez sur le carbone 14, ça prouve que le récentisme est vrai, ils disent que on a calibré le carbone 14 sur une mauvaise chronologie. Donc voilà. Et quand j'avais découvert ce complot, je me suis dit waouh, c'est un complot qui supprime 1000 ans d'histoire humaine, bon complot, quoi. J'avais grosse ambition, quoi. Et je m'étais dit ouais, est-ce que c'est possible d'imaginer un complot encore meilleur? Et le tout début de livre, c'est que je voulais un livre qui racontait l'histoire humaine en totalité, parce qu'il y a une singularité même par rapport à la vie géologique, à la vie biologique. L'histoire humaine est incroyablement rapide, instantanée. Qu'est-ce qui se passe? Et de me dire, est-ce que c'est pas possible d'imaginer que l'histoire humaine ne procéderait pas elle-même du complot et serait une sorte de complot? Donc l'idée, au début, je racontais un livre sur un complot de druides, mais j'ai gardé de ça la structure du livre. Je voulais inventer un gros complot, mais en n'y croyant à aucun moment. Quoique, enfin, j'y crois à aucun moment, mais un complot est quelque chose de mise en scène du contrôle. Et ces mises en scène du contrôle que je retrouve dans la France des Trente Glorieuses, dans la France des plans quinquennaux, dans la France de l'aménagement du territoire, qui se retrouve aujourd'hui dans le monde du GIEC, le monde qui s'organise pour régler la catastrophe climatique, etc. Ces fantasmes humains et un peu SF d'un gouvernement mondial, etc. Il y a quelque chose de... Fondamentalement, je suis une sorte de kantien malheureux, je suis à la recherche de la raison dans l'histoire. Et je ne me satisfais pas d'une théorie hasardeuse, mais en même temps, je suis conscient que l'histoire est largement hasardeuse, mais une sorte d'optimisme comme ça secret du livre. Parce que du coup d'ailleurs, à propos de cette théorie du complot, vous parlez d'ailleurs de Jacques Foccart qui écrit donc une lettre fictive dans le roman qui met justement, qui révèle en fait ce complot. Et donc pour vous, il y aurait une sorte de continuité dans le temps, comme si on avait transposé par exemple les guerres religieuses, par exemple avec Roland, Charlemagne, avec les Sarrasins. Est-ce qu'on a transposé ce cadre des guerres dans un monde actuel, donc qui relève plus donc de la guerre froide, de la guerre psychologique, et avec cet aspect religieux en moins, mais donc réactualisé donc à notre époque avec des nouvelles entités comme André Taupin, et qui sont en gros les grands dirigeants qui sont les présidents de grandes industries. J'ai essayé de réactiver, mais ça marche de tout territoire et c'est intéressant de vivre dans un vieux pays pour ça. J'ai essayé de réactiver les histoires cachées dans l'histoire locale. La chanson de Roland, qui est considérée comme peut-être le premier roman en langue française. J'ai découvert que Roland, sa fonction, c'était préfet de la Marche, donc il était en gros... il avait été chargé par Charlemagne de s'occuper de la frontière occidentale de son royaume parce qu'il n'était pas complètement en paix et pas complètement sûr de ses voisins bretons. Et donc ce département frontière de la Mayenne avec une historicité faible se retrouvait soudain avoir été la frontière la plus stratégique, Berlin-Est quasiment. Et il en reste encore un réseau de citadelles qu'on appelle les citadelles de la Marche de Bretagne, avec un double réseau de châteaux en miroir tout le long de cette frontière, qui est une frontière qui a fondamentalement disparu. Et je m'amuse à retrouver des signes de... C'est un roman qui interroge cette existence de ce vaisseau spatio-temporel étrange qui serait l'entité France, qui est un pays qui a l'un des pays qui a l'une des histoires unifiées les plus longues. Et c'est bizarre en fait.
En soi, c'est bizarre que cette chose se soit maintenue. Est-ce que c'est une fiction? Est-ce que c'est un truc vrai? Du coup, l'un des personnages va comploter pour détruire la France, penser que la France n'a jamais existé comme fiction. Donc c'est évidemment le grand industriel, et il veut briser en détruisant le chantier de cette ligne qui permet de relier Paris à la Bretagne, cette ligne de TGV, qui est l'argument principal du livre. Il va essayer de détacher symboliquement la Bretagne de la France, essayer de détruire cette espèce de super entité que serait un État. Et c'est des thématiques un peu contemporaines, parce qu'il y a des mouvements, que ce soit les mouvements zadistes, qui sont des mouvements grosso modo d'obédience anti-jacobine, que ce soit inversement l'émergence des villes-mondes de type métropole, qui se pensent en concurrence entre elles et qui ont tendance à laisser leurs arrière-pays décliner en se disant plus ou moins que c'est pas grave, et qu'il y a un type d'avenir où l'avenir du monde, ce serait peut-être plus des villes que des États. J'essayais de jouer sur toutes ces thématiques. Et en même temps, c'était plongé volontairement, comme il y a la matière de Bretagne, la matière des romans de chevalerie, de Chrétien de Troyes, etc. Essayer d'inventer une matière de la marche et essayer de voir, mais je pense que ça marcherait sur n'importe quel département. Là, je l'ai fait sur celui-ci parce que j'y suis né, je connais bien. Mais partir de cette entité très superficielle qui est un département. Un département, c'est un redécoupage administratif de la Révolution française. C'est un truc comme sur un chantier de fouilles où on tend des ficelles et on détermine des carrés. Ce carré, parce que c'est un département assez carré, ce qui m'amusait, assez parallélogramme, mais qui est une forme plus géographique que l'autre, plus géométrique que l'autre. Cette surface représente 1/100000e de la surface du globe terrestre. Et c'est un bon échantillon de plein de choses. C'est un bon échantillon géologique parce que c'est un endroit, c'est les derniers contreforts du massif armoricain. C'est l'endroit où, c'est frappant si on regarde une carte géologique, c'est l'endroit où les massifs granitiques violets et bleus cèdent la place au fond jaune sédimentaire du bassin parisien. C'est l'endroit où il y a les points culminants, par exemple les points culminants du massif armoricain, qui est une vieille montagne, ne sont pas dans les monts d'Arrée, mais sont dans le département de la Mayenne, dans une forêt, etc., à 400 mètres. C'est l'endroit où, si on essaie de reconstituer le fil à l'envers de la Pangée, vous voyez ces espèces de visions accélérées où les continents se reséparent et se réassemblent, c'est l'endroit où cette espèce d'île va entrer un moment en collision avec l'île que serait le Massif central, etc. Et donc ces jeux sur le temps long m'intéressaient, et ce département permet d'en capter toute petite partie. Qu'est-ce qui reste de tous ces temps longs de l'histoire et de la géologie? Donc c'était intéressant, c'était un bon cadre en fait. Le cadre départemental, précisément parce qu'il est artificiel, précisément parce qu'il ne désigne pas une région naturelle, précisément parce que ce qu'on appelle Mayenne, c'est un assemblage confus entre le Haut-Anjou, le nord, le sud de la Normandie, enfin, parce que c'est impur, c'est intéressant, parce que ça fait l'objet d'un chauvinisme, parce que les gens se revendiquent un peu honteusement mayennais par rapport aux grands voisins bretons qui ont une identité régionale marquée. Eux se sentent un peu délaissés, un peu honteux. Il y a cette espèce d'identité douloureuse que je mets en scène avec un personnage qui a un rapport identitaire comme ça avec son territoire problématique. Mais c'est parce que c'est un objet un peu fictif que c'est un bon objet. C'est plus facile de raconter un roman sur quelque chose de synthétique. Donc je me suis amusé avec ça, oui. Et d'ailleurs, je voulais vous demander par rapport à la chanson de Roland, donc du coup, c'était un peu la même démarche que la vôtre en fait, puisqu'il s'agit de fictionnaliser l'histoire en fait, de représenter, de mettre en scène en fait des personnages de l'histoire qui deviennent personnages d'un récit. En fin de compte, est-ce que vous pouvez comparer votre démarche, par exemple, à celle qui est engagée dans un texte comme la chanson de Roland que vous citez dans le roman? C'était le défi très orgueilleux du début, c'était l'unique roman auquel je vais faire vraiment directement référence, c'est le premier roman en langue française, genre il y a lui, il y a moi, il n'y a plus rien entre les deux, enfin, l'effet de mise en scène, c'était volontairement comme ça. Après je me suis amusé à imaginer un complot basé sur la chanson de Roland, d'imaginer qu'il y a un complot que j'appelle Rolandiste, de descendants de Roland qui ont été chargés à un moment par Charlemagne de protéger l'intégrité territoriale de la France, en fait. Et c'est mis en scène, etc. Donc je mets ça en scène, je fais de Jacques Faucard le responsable un peu de la France-Afrique pour le général de Gaulle. J'en fais l'un des ultimes descendants de cette espèce de complot qui roule à travers les âges, un peu mystérieux. Sachant que c'est intéressant dans la chanson de Roland, c'est que c'est faux. En fait, il s'est pas battu contre les Sarrasins, il s'est battu a priori contre des Basques, etc. Après, c'est un excellent roman, j'étais surpris de la qualité, parce que des fois c'est chiant la littérature médiévale, et là c'est un
plaisir de lecture, c'est un excellent livre. Donc c'était amusant d'avoir comme horizon. Et puis, d'une façon très bête, Roland, préfet de la Marche, dans mon livre, il y a un préfet qui s'appelle Roland. Donc, voilà. Il y avait des effets de symétrie qui marchaient bien. Et justement, au niveau des prénoms, est-ce que vous les avez choisis de manière particulière pour qu'ils aient une réelle signification par rapport à l'univers que vous créez ou non, justement? Les prénoms, en général, je regarde les annuaires statistiques des prénoms les plus donnés de l'année de naissance de mes héros et j'essaie de taper dans les 10 premiers. C'est ce que j'avais fait pour la théorie de l'information. Il s'appelait Pascal en partie pour ça. Et les noms de famille aussi? Et les noms de famille, non, je me suis amusé parce que ce qui est intéressant dans l'objet département, c'est qu'il a fait l'objet à la fin du 19e siècle d'un truc un peu honteux mais assez marrant pour les romanciers parce que c'est de la bonne doc. C'est les dictionnaires des érudits locaux. Donc le département de la Mayenne a été extrêmement bien traité par un type qui s'appelle l'abbé Angot, qui a fait un dictionnaire historique du département de la Mayenne. Il n'y a pas un lieu où il ne retrace pas tout ce qui s'y est passé. Tout l'aspect le plus romanesquement raté, le plus caricatural de l'aménagement du territoire est légitimé par le fait que c'est vrai, le côté un peu roman de terroir, caricature de sous-littérature un peu mal aimée qu'on appelle le roman de terroir, avec la dynastie industrielle locale qui se heurte aux intérêts de la dynastie aristocratique locale sur fond de complot politique et de modélisation du territoire. Il se trouve que c'est assez vrai, ça marche bien ici, à l'endroit dont je parle, ce village, quand j'y vais, je vois bien où sont les triangulations de châteaux, et je sais que par exemple, le château qui me sert de modèle, j'en fais le château de la famille Topin, qui est un peu les méchants du livre, les grands industriels, me sert de modèle à un château que je vois de la ferme de mes grands-parents, qui est situé de l'autre côté de la Nationale, et qui est le château d'un fabricant de bennes en alu, qui est une sorte de grand industriel local, dont pas plus tard qu'hier soir, en discutant avec mon cousin qui vient aussi de ce village, j'apprends que le petit-fils est engagé... le petit-fils donc a dû grandir dans ce château et un des élus locaux montants du Front National local. Donc il y a un truc qui marche bien en fait. Et tous les trucs un peu, l'histoire du vieux château tenu par un vieil aristocrate, un petit peu dégoûtant, un peu vieille France, etc. Tout ça existe. Donc toutes les choses qui étaient du romanesque pur étaient légitimées par le fait que ça existe bien. Et c'est quelque chose qui est très plaisant dans le département de la Mayenne, c'est que c'est une sorte... avec ses châteaux, loin, ses clochers, ses champs, un petit peu de bocagers, c'est le conservatoire d'une certaine France d'Ancien Régime. Donc c'est amusant de le faire revivre. Et en même temps, tout ça n'est pas complètement vrai. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le disiez, André Topin incarne vraiment la figure du méchant, du mal incarné. Donc par exemple, dans la culture populaire, je sais pas, par exemple comme un Dark Vador ou quelque chose comme ça, ou plus, pour reprendre les classiques, la figure de Vautrin dans la Je lui ai fait découper un moment un sanglier et j'ai piqué la scène à Tyrone Lannister dans D'accord, ouais. Donc ouais, il y a cet ancrage dans la culture populaire, mais aussi du coup cette volonté d'être peut-être un relais aussi de la littérature classique, de la littérature réaliste, par exemple avec Balzac, justement, que cette figure de Topin qu'on pourrait facilement comparer, donc comme je le disais, à Vautrin, qui est une incarnation très maléfique dans Balzac. Est-ce que vous, justement, vous inscrivez votre démarche dans le prolongement de l'œuvre de Balzac, dont vous parlez souvent, justement, en interne? L'un de mes meilleurs souvenirs de lecture, c'est l'apparition de Vautrin à la fin des Illusions perdues. C'est un moment génial. On le sent, enfin je sais pas, il y a quelque chose, c'est vraiment bien amené. Et puis sinon, le grand monologue de Vautrin dans Le Père Goriot, où il explique comment fonctionne vraiment le monde à Rastignac. Donc c'est un vrai modèle. Un vrai modèle pour moi. C'est amusant parce que j'avais préparé une réponse hier, et en fait j'ai pas eu à la formuler, donc je vais le faire maintenant parce que l'auteur Jorge Volpi, mexicain, disait un texte au début, et il disait que le roman, c'était la mise en forme de cette phrase de Tolstoï qui disait « c'est pas les grands hommes qui font l'histoire ». Et effectivement il y a ça, mais j'ai une explication à ça, c'est que, en tout cas dans mes romans, les grands hommes sont trop... se crament systématiquement en fait. J'aime bien l'idée... que Napoléon aurait pas pu être Napoléon, parce que Napoléon, il y a quand même un truc, c'est un type tout en retenue, il devient pas fou, il devient fou tard en fait, il devient fou, tu vois, en 1812, il tient son truc. Et moi j'aime bien l'idée, à un moment j'ai un jeune ambitieux politique qui veut devenir un chef identitaire local et qui se voit comme le nouveau Jean Chouin, etc. Et l'idée qu'il échoue parce qu'il monte beaucoup trop vite. J'aime bien que les personnages soient bouffés par leur propre hubris et par leur propre orgueil. Et du coup, il y a ça chez Topin, quoi. C'est parce que
il est presque trop pervers, trop romanesque pour avoir du succès dans le monde réel. Les vrais méchants ne sont pas les vrais méchants. Les méchants à l'état pur, ils se crament très vite, quoi. Ils finissent pas maître du monde, ils finissent dans des faits divers, quoi. Donc c'est amusant. Moi j'aime bien ce type de personnage qui se laisse un peu dévorer par ses propres passions. Et pourquoi donc ne pas avoir choisi d'avoir écrit à la première personne du singulier Parce que j'ai beaucoup de monde là. Oui, mais par exemple, vous auriez pu varier les points de vue, vu qu'il y a beaucoup de personnages. Oui. Donc ça aurait pu être intéressant. Là j'avais envie de voir beaucoup de personnages, parce que j'en avais qu'un dans le roman précédent, et là j'avais envie Vous auriez pu le faire dans le roman précédent, par exemple. J'aurais pu le faire, je le fais dans le prochain. D'accord. C'est scoop, voilà. Mais c'est bizarre, pas facile la première personne. Parce que moi j'aime bien pas faire des digressions, mais être un peu encyclopédique dans mes romans. Donc encyclopédique en première personne, ça fait des personnages bizarres, quoi. Oui, c'est vrai. Genre, ils réfléchissent beaucoup trop. Ça peut être Donc le narrateur peut apporter de la connaissance de l'extérieur quand on a un narrateur un peu omniscient, mais quand c'est un narrateur en première personne, qu'est-ce qu'on fait, quoi? J'allumais mon ordinateur, j'ai fait une recherche sur Google sur le château fort. Parce que d'ailleurs, dans l'entretien hier, vous disiez justement que vous aimiez pas faire des dialogues, vous trouvez ça trop difficile, et que vous préfériez écrire en fait ce qui vous plaît. En fin de compte, par exemple, vous dites que vous aimez beaucoup raconter beaucoup de choses, justement cette écriture encyclopédique, donc cette volonté de tout expliquer. Du coup, vous écrivez ce qui vous plaît. Est-ce que vous n'avez pas peur des fois, justement avec cet aspect assez digressif de votre narration, qui va d'un sujet à l'autre en étant très exhaustif dans les explications, n'avez-vous pas peur de perdre le lecteur, sachant qu'il n'y a pas de dialogue, qu'il y a une prépondérance de la narration? Oui, mais comme je suis tellement pessimiste au début, je pense que le lecteur est perdu, que les gens lisent plus de livres. Donc, à partir du moment, enfin, je sais pas, c'est disons, en tant que, enfin, pour moi, ça me va. Ouais. Si c'était moi qui achetais le livre, je serais content. Ouais. Donc, je me dis bon, voilà, il y a au moins un lecteur cible. J'ai pas essayé de réfléchir 2 heures pour en trouver un mieux. J'essaie de mettre, à défaut de faire des structures romanesques complexes, parce que c'est un problème, hein, quand on écrit un livre, c'est que là c'est mon 2e livre, je commence à voir à peu près, je commence à comprendre lentement ce que ça peut être un effet narratif. Comment est-ce qu'on peut amener ces trucs, comment est-ce qu'on peut découper une scène, comment est-ce qu'on peut faire du suspense en fait. C'est propre, je pense, à la littérature française, qui a un problème avec ça, contrairement à la littérature anglo-saxonne. C'est un peu sale. Trop maîtriser ces techniques narratives, c'est toujours un peu sale. On préfère un livre difficile à lire, mais qui n'a pas de facilité. Donc c'est un vrai sujet. Hein, souvent, les livres qui se lisent trop bien ne sont pas des bons livres. Ça a été remarqué souvent par plein de personnes différentes, dans plein de contextes différents. Souvent, les films qu'on adore ne sont pas des bons films, et c'est ceux qui résistent qui sont des meilleurs films. Donc, moi, j'essaie juste d'être honnête par rapport à mon sujet, c'est de ne pas être digressif, de mettre plein de choses, mais que ce soit des lignes supplémentaires au sein de la grande démonstration, de je sais pas trop quoi, mais que le livre se tienne bien. J'essaie de trier comme ça les choses. Après, c'est des effets de mise en scène que je fais pas forcément, mais bon, en soi, c'est singulier de mettre un gros bloc encyclopédique, parce que vous avez déjà Balzac dans Les Illusions perdues. Des fois, il explique entre deux baisers du jeune David Séchard et de la sœur de Rubempré, il explique l'histoire de la fabrication du papier. Pourquoi pas? Ça marche pas mal, hein. Et donc pourquoi pas ne pas le faire et le systématiser? Ce que disait Houellebecq de Balzac, qui est très vrai, c'est que Balzac légitime les romanciers parce qu'il dit qu'on a le droit de faire vraiment n'importe quoi. Il fait toutes les conneries, Balzac. Oui, parce qu'il commence par dans Illusions perdues, il commence même à parler de l'imprimerie, donc il fait du méta-récit. En fait. Ouais, et bizarrement, ces romans tiennent très solidement, beaucoup plus probablement que des romans mieux foutus de contemporains. C'est pas très grave. Peut-être que maintenant nous allons entendre les lecteurs de vos livres, justement. Si vous avez des questions, vous en avez préparé, les lycéens. Alors, je sais pas si...
Bonjour. Votre livre, vous l'avez fait avec des gens de votre famille ou tout seul? Non, c'est drôle, je tout seul, mais j'ai reçu de la documentation de gens de ma famille éloignée qui m'ont envoyé, suite à la lecture du livre, des arbres généalogiques et plein de choses qui m'auraient été très utiles. Je les ai eus trop tard, mais ils sont dans une sorte de dossier post-écriture. Mais c'est un vrai sujet. J'avais pas dit... J'aime beaucoup écouter, ça n'a pas l'air comme ça, parce que j'écoute peu les gens et je pose peu de questions et j'écoute pas les réponses souvent, mais j'aime bien écouter... J'aime bien la position de témoin discret et écouter ce qui se passe dans la pièce d'à côté. J'aime bien être assis dans le train à côté de gens qui discutent de je sais pas trop quoi. J'aime bien écouter. J'aime bien entendre ma grand-mère parler des secrets de l'histoire locale. Et ça me satisfait plus que si je lui posais les questions. Évidemment, si je lui posais les questions, ce serait plus circonstancié. Mais je préfère entendre que dans le nord du département, elle connaît des gens qui sont liés à la dérive sectaire d'un rebouteux un peu gourou qui fait mettre les gens nus et qui les enduit de bouse de vache et que c'est quand même un peu gênant, plutôt que l'interroger vraiment. Le truc existe, ça s'appelle le match d'Aron, ça a été documenté, mais plutôt que l'interroger directement et d'extraire des informations précises là-dessus, je préfère le on-dit, cette espèce d'imprégnation douce. Donc moi, ça fait longtemps que j'ai cette idée de roman, ça fait longtemps que quand je vais sur place, je vais voir les travaux, les lignes de LGV, que j'interroge très discrètement mon grand-père sur ce que va se faire, parce qu'il y a eu un suspense, ce qui va se faire là, ce qui va se faire là, faisceau sud, faisceau nord. Mais je n'ai jamais frontalement demandé des informations, parce que les informations me viennent mieux accidentellement, bizarrement. C'est mieux. Je crois qu'il y a 2 personnes devant qui ont des questions, non? Vous n'en avez pas, ça ira? Bon. Quelqu'un d'autre ou... Vous lancez un peu, hein, poser des questions. Vous l'avez vu, vous avez lu le roman. Il y a certainement des choses qui vous ont frappé, qui vous ont peut-être révolté, peut-être. Sur une petite écrivain, sinon. Une autre question. Pourquoi vous avez d'abord choisi de présenter d'abord les personnages ou au lieu de les faire défiler tout au long de l'histoire? Je me suis rendu compte à me relire que le roman souffrait d'un défaut de construction majeur, c'est que la scène d'exposition est pas mal, mais elle dure la moitié du livre. Mais bon, c'est quelque chose que j'aime bien faire, je ne l'avais pas théorisé avant, j'aime bien raconter l'enfance de mes personnages, j'aime bien raconter comment les gens... j'aime bien raconter le fond idéologique des gens, j'aime bien raconter pourquoi est-ce qu'ils croient ce qu'ils croient, j'aime bien raconter pourquoi tel personnage, parce qu'elle a vu sa mère mourir presque devant elle d'un accident de voiture... et plutôt contre la voiture. Bon, là c'est facile, mais j'aime bien raconter pourquoi un personnage qui s'est senti grandir dans le sentiment d'échec et de destruction permanente des paysages, pourquoi ce personnage va se mettre à incarner une sorte de leader un peu raté d'extrême droite, à défendre les valeurs identitaires de la France éternelle. J'aime bien raconter pourquoi tel personnage, à l'inverse de ce cousin, va plutôt devenir un militant de gauche. Et c'est justement parce que j'essaie de raconter le temps long de leur imprégnation enfantine et quelques scènes primitives comme ça, et c'est quelque chose que j'aime bien faire, de raconter l'enfance. Donc ça prend effectivement du temps. Des fois c'est un peu perdu parce que le personnage, j'aime beaucoup ce que j'ai écrit sur l'enfance de Dominique, après je laisse tomber Dominique. J'explique comment elle devient anorexique en voyant des images du vol Apollo, etc., comment elle a un rapport ambigu aux apocalypses terrestres, etc. Après, je n'utilise peut-être pas assez de personnages par rapport à ce que j'ai développé. Donc, mais bon, c'est un défaut... ça redit ce que je dis. Hein, le problème, c'est que un roman, c'est une somme de défauts et de qualités. Et des fois, on aime bien ses défauts, des fois, on aime bien ses qualités, et c'est bizarre. C'est pas un produit, c'est un produit qui s'improvise à chaque fois. Il n'y a pas de forme. Ce qu'on dit souvent sur le roman, c'est qu'il n'y a pas de forme canonique du roman. Chaque roman est son propre prototype. Ouais. Ce qui fait, c'est attesté dans l'histoire littéraire, ce qui fait que les plus grands romanciers ont fait des romans ratés. C'est ce qui est frappant en fait, c'est une constante dans l'histoire littéraire.
un roman sur 2 de Conrad est pas bien, par exemple. Alors que c'est un génie. Enfin, pas bien, c'est mieux qu'un... Mais c'est intéressant, des fois on peut se planter. Bon, c'est bon, je parle fort, ils vont m'entendre. Alors moi, je me suis posé une question en le lisant. D'ailleurs, ça peut ressembler à une critique quand je vais la poser, ça n'est pas forcément une. Mais j'ai été très étonné que finalement ça finisse par un gros boom, quoi, par une grosse explosion. Pourquoi cette grosse explosion? Parce que l'histoire était trop énorme? Parce que parce qu'une théorie de complot aussi énorme peut finir que comme ça? Ou parce que... Ça a été un débat, mon éditeur n'aimait pas ma fin. Moi je l'ai défendu beaucoup parce que c'était pas une fin... je voulais que ça finisse comme ça en fait. Dès le début, c'est vrai que c'est bizarre de tuer tous ces personnages, ça peut être considéré comme un défaut. Je sais pas si je voulais tuer tous les personnages, en tout cas je voulais que tout ça n'ait servi à rien. Je voulais qu'il y ait un complot, un deuxième complot, un troisième complot, et que les complots s'annulent, se neutralisent, et que le train passe en fait. Je voulais raconter qu'il se passait rien. J'avais vu cette image qui m'avait beaucoup plu il y a longtemps dans un livre de vulgarisation de physique sur particules, antiparticules. En fait, c'est comme un fil qui est entouré dans les deux sens, qu'on tient vers le doigt, et en fait, quand on déplace le doigt, ça se dénoue, quoi. Je voulais que le livre se dénoue comme ça. Et puis j'avais un grand fantasme, j'avais cette image d'un train robot qui part comme ça tout seul vers l'ouest, sans les humains. Donc c'est bizarre. Après, j'ai quand même pris soin de sauver un personnage, le pire, en lui donnant en plus une possibilité de nuisance énorme, parce que je laisse entendre que c'est lui qui hérite de la fortune de son grand-oncle. Donc c'est pas... Mais bon, oui, c'est une fin... Bon. Mon éditeur a fini par valider la fin, mais il aimait bien l'idée, il voulait que la révélation historique du chapitre d'avant soit sauvée. Et que genre, ça explose, mais qu'il y ait une bouteille à la mer, et moi je voulais que ce soit vraiment déceptif, quoi. Parce que genre, Archimède qui crie Eureka, j'ai trouvé, et qui glisse dans sa baignoire et qui se fracasse la nuit, quoi. J'aimais bien... C'est peut-être tordu, hein, parce que c'est vrai que c'est exigeant pour l'acteur de demander de lire 500 pages pour arriver à... Tout ça n'a servi à rien, mais je voulais profondément qu'il y ait un truc déceptif. Je voulais... Ah, en fait, non. Ça m'amusait. Après, je sais pas pourquoi, mais... En tout cas, je l'ai défendu. J'en vois les défauts, j'en vois les limites, mais je m'y suis tenu parce que c'est pas une fin... c'est pas un Deus Ex Machina. Dès le début, je voulais que ça finisse comme ça. Alors oui, parce que c'est vrai que ça peut apparaître presque un peu comme une manière de se débarrasser du colis, finalement, il faut que l'histoire est tellement énorme. Après, j'avoue que j'ai eu des problèmes parce que j'avais beaucoup de lignes narratives, et moi, je suis un enfant traumatisé de la génération Lost, quoi. C'est-à-dire la série la plus prometteuse de tous les temps, qui finissait par boucler aucune de ces lignes narratives, et pour moi, c'est l'un des plus grands scandales, et je fais partie des gens qui n'ont pas pardonné le dernier épisode. Et surtout qu'on pas, à la limite, pourquoi pas, mais que des gens aient essayé de justifier le dernier épisode en disant ça y est, on est vraiment post-moderne, on s'en fout de boucler les intrigues, la narration. Moi, je voulais que ça boucle, et j'ai eu beaucoup de mal à boucler, effectivement. J'ai eu des sous-intrigues que j'ai dû enlever, j'avais des complots dans le complot, j'ai un tout petit peu simplifié, mais effectivement, intellectuellement, c'était un tout petit peu difficile de tout boucler. J'ai réussi, mais... c'est quelque chose, j'ai pas du tout d'intelligence structurelle de la narration, je suis incapable de mettre mon intrigue sur fiche et d'expliquer comme ça, donc vu que c'est très improvisé, des fois on se retrouve à avoir trop d'éléments à gérer. Oui. Après, j'aimais bien l'idée que celui qui déclenche l'explosion finale, ce soit le haut fonctionnaire exemplaire. J'aimais bien ces espèces de petites perversités comme ça, de faire que ce soit le... Mais bon... Après, c'est compliqué un roman parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à simplifier. Des fois, on va beaucoup trop loin dans les détails. Et vous n'avez pas peur de vous perdre dans les détails parfois? Enfin, je veux dire, quand vous travaillez, on fait vos recherches et tout. Enfin, c'est un peu. Ben, moi, la vraie souffrance, c'est les recherches, toutes les parties un peu abstraites. Ça va. La vraie souffrance, c'est l'intrigue. Je trouve ça dur de tenir une intrigue. Hein. Donc là, on voit à peu près où on va et puis on voit comment boucler. Mais c'est vrai que des fois, il faut se taper ce que j'aime pas faire, la scène obligée. J'aime bien improviser, j'aime pas me retrouver face à une scène obligée. Genre, il y a un moment, je dois raconter que l'un des cousins va tuer son cousin. Ça me va. Par contre, je dois raconter avant comment il a compris que c'était son cousin. Donc, il y a un moment dans toute intrigue
il y a des scènes chiantes, genre on imagine dans un film, c'est l'équipe B, quoi. Genre le grand réalisateur qui fait ses bonnes scènes, et puis il va demander à l'équipe B, j'ai besoin que là, il faudrait qu'il y ait un plan de coupe, on le voit sur son vaisseau spatial pour expliquer qu'il se rend sur cette planète, quoi. Bon, ce qui est intéressant avec le roman, c'est qu'on veut l'expédier en une ligne, quoi. Il a pris le train et allait à Dijon, mais même les lignes obligées sont pénibles à écrire. C'est mieux, c'est mieux. À titre personnel, un roman c'est mieux quand c'est improvisé. C'est improvisé sur une trame fixe, donc c'est compliqué. Mais c'est cool, là je suis en train d'écrire un autre roman. Le bon moment quand on écrit, c'est qu'on sait où on va, il nous reste un chapitre pour finir, et puis il y a des chapitres qui arrivent. Et ça, c'est le moment où on est en forme cérébralement, ça c'est très agréable. Genre pour aller au point A, au point B, et puis ah merde, un nouveau personnage, ça fait des romans de 500 pages en fait. C'est le moment où on pensait qu'on était épuisé, soudain on trouve l'énergie de continuer et l'histoire elle foisonne d'elle-même, ça c'est très très plaisant. Et vous pouvez un peu en parler de votre nouveau roman ou... Non. Non, stop secret. D'accord. Hier, aux assises, on avait reçu l'écrivaine américaine Peggy Céleste, qui explique qu'elle, lorsqu'elle commençait son roman, elle écrivait la première page, la dernière, un résumé, et après elle écrivait ce qu'il y avait entre. Donc est-ce que lorsque vous avez commencé à écrire, vous saviez déjà comment ça allait se finir? Je savais déjà comment ça allait se finir. L'image, enfin j'avais l'image de fin. Je l'avais pas écrit, mais j'avais l'image de fin. Là, le roman que je suis en train d'écrire, je l'ai pas fini, mais j'ai pas écrit, mais j'ai déjà l'image de fin. Je suis incapable d'écrire un synopsis, incapable. Je n'ai aucune maîtrise. C'est la différence probablement. Il y a des choses que je sais faire, des choses que je ne sais pas faire, et je ne sais pas conduire un récit. J'en suis incapable. Donc j'apprends, c'est marrant, avec l'aménagement du territoire, qui est un livre qui m'a quand même beaucoup appris sur les techniques narratives. Depuis que je l'ai écrit, quand je vois un film, je vois les structures scénaristiques, chose que je ne voyais pas avant. Maintenant, je vois à travers les films. C'est comme une sorte de don, mais c'est vraiment marrant. Genre, on voit... surtout, c'est marrant pour les films, parce que les films, vu que c'est cher et court, il n'y a pas de scène gratuite. Jamais. Dans un film, un peu un gros film, quoi. Et c'est amusant de voir que tel indice scénaristique va être attrapé pour servir de tac-tac, et que tel personnage secondaire apparaissait pas du tout pour le caprice du réalisateur, mais parce qu'en fait il va jouer un rôle important dans la détermination de l'intrigue. Et ça, je l'ai appris, mais je suis pas encore au niveau je pourrais pas encore rédiger un résumé. Et la preuve, c'est... là, il y a un moment, par exemple, où j'imagine de faire revenir Focard entre les morts pour écrire une lettre posthume expliquant à l'ancien préfet qu'en fait il y a un complot néolithique qui traverse les âges. Je l'ai improvisé un moment à la terrasse d'un café sur mon carnet, et ça m'a donné beaucoup d'énergie, ça a ouvert plein de pistes, mais c'était... si j'avais fait un résumé, peut-être je l'aurais pas eu. Donc, et il y a beaucoup de personnages qui ont été improvisés. Au début, moi j'avais fait un plan au début. Et le plan, c'est que j'avais pris une sorte de fiche de documentation de chez Vinci qui expliquait les 41 étapes d'un chantier de TGV. Et j'avais un plan un peu formaliste. Ça aurait été le premier chapitre, les repérages. Deuxième chapitre, le nivelage. Troisième chapitre, le dessouchage. Et tac, tac, tac. Quatrième chapitre, ballastage. Et bon, en fait, je l'ai pas fait. Est-ce que souvent vous vous inspirez de films ou de séries pour vos livres, de la télé? Je disais, je suis tombé, c'est pas Tyrone, c'est Twin, le père. Enfin, j'ai pompé la scène du sanglier de Game of Thrones. J'aime pas trop les séries, j'ai mis du temps à comprendre que j'aimais pas trop les séries. Je trouve que dans la structure des séries, il y a une usure psychologique des personnages, et qu'au bout d'un moment, c'est frappant. Au bout d'un moment, on ne peut pas faire revenir 50 minutes un personnage 12 fois, 40 fois, 60 fois, sans lui faire des trucs improbables. Donc on connaît les techniques des scénaristes américains, ils lui donnent en général aux héros un problème d'alcoolisme, parce que ça fait un truc de rise and fall, etc. Et bon. Mais je trouve que les personnages sont vidés de leur substance et ne sont pas des bons personnages. Et je trouve que dans cet exercice plus pur de film d'une heure et demie, c'est meilleur en termes de construction psychologique. Et moi, en tant que romancier, j'ai beaucoup plus à apprendre du cinéma que des séries, qui sont une forme que j'aime vraiment de moins en moins. Et ça m'a frappé, par exemple, la série
J'ai oublié la série policière qui se passe à la Nouvelle-Orléans. True Detective. True Detective, ouais. Premier épisode de True Detective, il y a une intensité énorme avec le personnage de Matthew McConaughey, qui est une sorte de Schopenhauerien. On n'a jamais vu un Schopenhauerien à Hollywood, et c'est très fort. On se dit, putain, il est d'un niveau de pessimisme incroyable, et on est stupéfait par la puissance métaphysique du personnage. Dès le deuxième épisode, on a envie, quand il fait un truc métaphysique, il regarde les corbeaux en disant, la vie c'est dur, on a envie de lui taper sur le dos, il fait, ah, c'est tellement toi. On est déjà dans le plaisir de la reconnaissance, et on n'est déjà plus dans le personnage pur, dans l'apparaître pur, qu'on aurait pu avoir dans un film. Donc, je comprends les mécaniques des séries, mécaniques feuilletonesques, etc. J'y vois pas quelque chose d'intéressant. Le cinéma, beaucoup plus. Après, je sais plus si je m'en inspire ou pas. J'ai parlé d'un tableau de Rubens au musée des Beaux-Arts de Lyon avant-hier, et je me suis inspiré bizarrement des films catastrophes, des blockbusters, pour parler du tableau, et là ça marchait. Mais je suis un gros consommateur de films, mais consommateur, quoi. Désacralisé, quoi. Film piraté sur petit écran, vu en 14 fois, entre autres choses. Enfin, j'ai ce rapport, qu'on a maintenant tous, un rapport très 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 désacralisé au cinéma. Est-ce qu'il y a un auteur, vous évoquez Balzac, qui vous a peut-être pas inspiré, mais qui vous a donné vraiment envie d'écrire J'en ai parlé beaucoup hier matin, c'est le livre que j'ai le plus envie de relire, que j'ai pas lu depuis longtemps, c'est Madame Bovary, et ça reste l'un des absolus littéraires. Je me suis réveillé un peu insomniaque à 5h30 du matin, et j'ai réalisé, mais c'était à la fois beau et triste, que je suis exactement à l'endroit où je rêvais d'être. Je n'avais pas d'autre objectif de ma vie que d'être publié chez Gallimard et de faire des événements comme ça. Donc, mais il n'y a pas de sentiment d'achèvement, en fait, parce que les raisons d'être malheureux et insatisfait sont heureusement supérieures aux raisons d'être satisfait. Mais là, par exemple, le truc de... Je suis vexé d'avoir vu une coquille, quoi, mais vraiment vexé, quoi. Et ça m'énerve, et tant que ça ne sera pas réglé, ça sera réglé probablement plus pour l'édition en poche, quoi. Non, je suis vraiment heureux, parce que c'est vraiment ce que j'ai voulu faire depuis toujours, être publié en plus dans cette collection. Enfin, un peu snob, hein, mais donc je suis content, je suis vraiment content. Oui. Et d'ailleurs, le rapport avec l'éditeur, ça s'est justement bien passé, ou vous avez dû beaucoup retoucher Non, ça s'est bien passé, oui. Non, j'avais eu une petite retouche, mais il n'y a pas eu de... On s'est un peu battu pour des histoires, mais ça s'est bien passé. Il y a une question là-bas, tout au fond encore. Est-ce que vous avez envoyé plusieurs fois votre livre, ou c'est eux qui sont venus vous chercher? J'avais envoyé mon premier livre, qui était un essai sur Houellebecq, à plein d'éditeurs. J'ai eu beaucoup de mal à l'éditer, et parmi les éditeurs à qui je l'avais envoyé, il y avait Gallimard, et qui m'avait répondu que c'était pas possible, mais je pouvais leur envoyer mon prochain manuscrit. Donc c'était une sorte de porte entrouverte, qui est la force des grosses maisons d'édition par rapport aux petites, en fait. Ils savent qu'on reviendra. Et du coup, j'avais un contact, j'ai pris rendez-vous avec cette personne, j'ai attendu comme un con 3/4 d'heure dans le hall avec mon manuscrit sur les genoux, une scène un peu socialement humiliante, et je lui ai remis le manuscrit, et là il se passe rien pendant 3 semaines évidemment, et j'étais en train de l'imprimer pour l'envoyer à d'autres éditeurs, et je sortais de l'imprimerie où je l'avais fait relier, et j'allais à la poste qui est en bas de chez moi et qui est à 20 mètres, et je l'ai eu au téléphone entre les deux. Il m'a dit qu'en fait il y a une maison très prudente, Gallimard. Il m'avait dit que c'était bon, il m'a dit ça se passait bien. Et que bon, après il faut que ce soit aidé par le comité de lecture, par Antoine Gallimard, etc. Mais du coup, je ne l'ai envoyé à aucun autre éditeur que Gallimard, donc c'était plutôt cool. Donc ça s'est vraiment passé très 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 idéalement. Ouais. Un tout petit peu moins bien que si je l'avais envoyé par la poste, qui est le Graal, quoi. Je l'ai déposé en main propre, quoi. C'est un peu moins chic, mais ça s'est bien passé. Quoi. Et justement, vous avez écrit un essai sur Houellebecq, mais est-ce que vous avez rencontré Houellebecq déjà, ou pour avoir des niveaux d'entretien? Non, le principe de l'essai, c'était de faire un essai sur l'œuvre de Houellebecq et pas sur le personnage, parce que le personnage est intéressant. D'ailleurs, on voit que le personnage est devenu une vedette. Oui, pour parler peut-être de ça. Et donc, je l'avais croisé quand j'étais libraire, je lui avais vendu un livre, New York Délire, de Raym Koolhaas, si vous voulez savoir ce que dit Houellebecq.
qui est un pamphlet anti-corbuséen, et en fait, Houellebecq dit beaucoup du mal du Corbusier dans quelques-uns de ses livres. Donc je l'avais croisé comme ça, puis j'avais fini par lui remettre mon manuscrit, il m'avait dit qu'il se sentait bien, et puis voilà. Mais j'ai pas eu de contact particulier avec lui. Pas d'autres questions? Motivez-vous un peu, peut-être. Trouvez des choses à dire. Première chose qui vous passe par la tête. C'est pas la première chose qui me passe par la tête, mais est-ce qu'il y a un lien, une opposition, un parallèle entre la théorie de l'information et puis dans la construction ou dans la marque de fabrique? J'avais pas du tout prévu d'écrire celui-ci en écrivant la théorie de l'information, mais il y a déjà un truc évident, c'est que là, ce sera un roman du terroir, l'autre un roman des nouvelles technologies, donc c'est vraiment différent. Ensuite, l'horizon théorique de la théorie de l'information, c'est l'avènement, le moment où la courbe historique se dresse à la verticale, ce qu'on appelle la singularité technologique, le moment où les machines prendraient le relais de l'humanité, cette espèce de fantasme technophile. Et l'aménagement du territoire prétend donner une explication complotiste, pas sérieuse, mais prétend quand même, malgré tout, donner une explication de ce qu'on appelle à l'autre bout de la courbe le tremplin néolithique, le moment où, par la domestication des céréales et des bêtes et la sédentarisation, l'homme se détache un tout petit peu des contraintes naturelles qui l'avaient opprimé jusque-là et commence très légèrement à amorcer la courbe qui va faire que monter pour arriver. Donc là, c'était un zoom sur le début des temps et l'autre était sur la fin des temps, sachant que on ne comprend pas, en gros, on ne comprend pas qu'on se dresse à la verticale si on ne comprend pas ce qu'on a fait au début. On ne peut pas. L'unique explication de la navette spatiale, c'est le silex taillé. Et donc c'est une sorte de zoom sur l'autre côté, avec l'idée de cerner les deux côtés de l'histoire humaine. Il y a une autre question au fond. Pourquoi vous n'êtes pas mis dans l'histoire? Hein? Pourquoi vous n'êtes pas mis dans l'histoire? Me mettre dans l'histoire? Ouais. Me raconter moi? Non, vous incrustez comme ça. Bah, j'ai donné des éléments biographiques à quasiment tous mes personnages. Hein? J'ai donné des choses de ma vie personnelle à tous mes personnages, donc c'est distribué. C'est plus marrant de le faire comme ça. En fait, chaque personnage, c'est une partie de vous. Potentiellement, c'est des vies que je pourrais vivre, oui. C'est notamment avec les constructions, par exemple dans le sable ou les choses comme ça, que vous racontez parfois dans l'aménagement de territoire. Oui, il y a vraiment tout un tas de choses que j'ai fait, des choses qui ne sont pas vraies. Mes sœurs m'ont demandé inquiète si j'avais tué mon chien enfant. Donc non, tout ce que les personnages font positivement dans le livre, je l'ai fait. Ce qu'ils font négativement, je l'ai pas fait. C'était chercher les œufs de lézard dans le sable. Voilà, non, mais c'est des souvenirs, en fait, c'est pas des choses que j'ai fait, mais oui, voilà, c'est des souvenirs d'enfance. Retrouver les œufs de lézard dans le sable, c'est quelque chose qui m'a marqué enfant, effectivement. Donc il y a beaucoup de... Enfin, on écrit avec ce qu'on connaît quand on... Forcément. Plus de questions. Ah, Je voulais savoir qu'est-ce que ça faisait de recevoir un prix après autant de travail. Bah, les prix, c'est très chiant parce que ça n'existe vraiment profondément pas, et tout pendant qu'on n'est pas dans une liste, on n'a que mépris pour les prix, légitime, hein, parce que tout le monde sait que le concours c'est pas bien sérieux et que c'est des conneries, mais la vanité humaine est telle que dès qu'on est dans une liste de prix, on rentre dans le jeu, et que quand on est dans la liste et quand on l'a pas, on est très déprimé, et on met du temps à s'en remettre, alors que c'est vraiment rien, mais on le vit comme une blessure narcissique profonde, et donc avoir un prix répare, quoi. Disons qu'on trouve les prix complètement nuls, et dès qu'on en a un, on les trouve de bon goût et très légitimes. C'est aussi cool que ça. Mais c'est un truc... moi, j'avais eu de la chance sur la théorie de l'information, parce que je venais de nulle part, et ça s'était très bien passé. Je m'étais retrouvé à la télé, à la radio, voyager partout, même dans d'autres pays, etc. Enfin, j'avais une sorte d'enfant gâté comme ça à mon point de vue, ça s'était hyper bien passé, et l'aménagement du territoire, j'avais un référentiel très haut, et du coup j'étais beaucoup plus en attente, en souffrance, et beaucoup plus déçu, parce que s'il y avait une émission de télé que j'avais fait il y a 2 ans, si je la faisais pas cette fois-ci, j'étais hyper triste, etc. Alors qu'en fait c'est bien passé, etc. Mais j'avais oublié que c'est un peu difficile, une sortie de livre n'est pas le moment le plus plaisant en fait dans la vie d'un écrivain. Que ça avait été complètement estompé par le fait que la première fois, ça s'est vraiment très bien passé, mais la deuxième fois, c'est plus bon. Après, on s'y fait, hein, on s'endurcit, mais bon, on est un peu en fragilité, parce que c'est quand même un moment où on sait que, en fragilité bêtement, hein, parce qu'on sait que c'est sur les 2 mois
sur les 2 mois qui se passent qu'on va jouer notre tranquillité pécuniaire pour les 2 ans à venir, quoi. Donc si on ne vend pas de livres, on va devoir trouver de l'argent. Alors si on vend des livres, on est tranquille pour écrire un nouveau livre. Donc c'est un stress, quoi. Bon, c'est pas horrible. Et justement, vous parlez de vos interventions à la télévision. Justement, je le mentionnais tout à l'heure, vous avez fait des petits caméos dans les œuvres de Justine Triet. Est-ce que justement, ça vous plaît comme ça de vous mettre en scène, de vous montrer quelle est la... Là, c'était irrésistible parce que c'était filmé le jour de l'élection de François Hollande. Et je devais faire un caméo de militant UMP. Et c'était filmé en direct avec un t-shirt qui est hélas coupé à l'image parce que je suis un petit peu en plan rapproché. Et d'avoir un t-shirt avec l'UMP, avec Sarkozy, tout est possible. Et le faire en direct au moment historique, donc c'était vraiment drôle à faire. Donc, moi, c'est un petit défi comme ça, j'aime bien le relever. Après, c'est marrant, c'est très confortable. Moi, j'ai assez peu d'amis écrivains, voire très peu. Et j'aime bien avoir des amis qui sont plus ou moins dans le milieu du cinéma. Et quand je vais à des fêtes, genre de cinéma, je suis très décontracté. Alors que si j'allais à des fêtes de mon milieu, je serais très tendu, donc c'est très agréable de fréquenter des gens qui ne sont pas dans sa profession. Je peux faire des conneries, je peux dire des conneries, s'il y a plein d'éditeurs et plein de journalistes littéraires, je serais un peu tendu, quoi. Oui, parce que là, on remarque bien le côté ludique, justement, dans le caméo que vous faites dans la bataille de Solferino. Je l'ai noté, si vous voulez, pour voir ce que dit Aurélien Bélanger, donc, qui fait une très courte apparition. J'ai le droit qu'il y ait une prise, parce qu'on était pressé par le temps. Oui, mais ça se voit que c'est assez spontané. Donc on lui pose la question d'une journaliste, pourquoi Sarkozy peut encore gagner ce soir? Et il répond, je pense que c'est très simple, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au Lego, ils font des gratte-ciel, ils jouent à la marchande, ils vendent des choses. Voilà, les enfants, jamais ils voudront être fonctionnaires, jamais ils jouent au commissaire politique, jamais ils jouent même à être prof, hein, j'ai envie de dire. Donc les enfants prouvent bien qu'il y a quelque chose de fondamental dans la nature humaine. La nature humaine est de droite. Donc on voit que on voit que l'amusement dans la façon dont on voit la scène, on voit qu'il y a vraiment un jeu qui se produit devant nos yeux, un caractère spontané qui rend bien compte de cet aspect ludique, que vous arrivez bien à vous mettre en scène, justement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, encore au fond. Est-ce que vous avez rencontré de grands auteurs après ça ou pas? Genre des gens célèbres qui vous ont donné des conseils? Il y a un truc, oui et non, enfin, mais il y a un machin marrant, c'est que quand truc un peu étourdissant d'accession, d'un coup on est connu de personne, on publie un livre et puis on se retrouve. Moi j'ai reçu un coup de fil un jour pour être invité à manger au Quai d'Orsay par Laurent Fabius qui fait un déjeuner d'auteur, quoi. Et voilà, c'est un truc on pensait pas du tout qu'on allait accéder à ça, et puis d'un coup on accède à un monde qu'on connaissait pas, donc c'est un peu enivrant. Ça n'a pas un énorme intérêt, mais c'est marrant. Donc après c'est un monde, c'est rigolo de se dire que la publication d'un livre fonctionne comme une clé sociale, et c'est quelque chose qui avait été beaucoup analysé au XIXe siècle. Et c'est encore aujourd'hui, moi j'essaie de m'en défendre, parce que mon objectif d'ambition est strictement littéraire, mais publier un roman, encore aujourd'hui en France, est un bon marchepied d'arrivisme social. C'est bêtement, on publie un roman, on se retrouve à rencontrer les hommes politiques, on se retrouve à rencontrer des journalistes, et puis si on se débrouille bien, on peut se retrouver à avoir une émission de radio, et puis si on se débrouille très bien, une émission de télé, et puis c'est quand même amusant, et ça en dit beaucoup quand même sur l'importance de la littérature en France, que la publication d'un roman est un bon outil de promotion de soi-même. Donc moi je m'en défends, ça m'amuse quand j'ai des propositions, je m'en défends parce que j'ai pas d'ambition autre que littéraire, mais c'est amusant d'avoir testé ça, quoi. Qu'on est dans un pays où la littérature est une clé du succès social. Et d'ailleurs on est dans un pays où Valéry Giscard d'Estaing est à l'Académie française et dit, bon, c'est évidemment du snobisme, mais je suis plus un journaliste pour raconter ça, à la question quel est le plus grand bonheur de votre vie, c'est pas son élection de 74, c'est son admission à l'Académie française. Mais bon, c'est amusant de se dire qu'on est dans un pays où les hommes politiques aiment bien écrire des livres de temps en temps. Et parce que d'ailleurs, il y a une dimension très politique aussi dans vos ouvrages, avec des personnages qui sont très politisés. Enfin, surtout on avait déjà quelques anarchistes, des figures comme ça dans l'aménagement du territoire, dans la théorie de l'information, mais il y avait même un dialogue
avec Nicolas Sarkozy, et du coup, dans l'aménagement du territoire, les personnages sont quasiment tous politisés. Donc, quel est le rapport, en fait, à la politique dans vos romans? Enfin, en quoi, justement Ben, c'est un roman qui veut interroger le temps long de l'histoire humaine et le rapport au progrès, sachant que le truc indubitable dans l'histoire humaine, c'est que il y a un progrès minimal qui est le progrès technique, c'est sûr. Techniquement, ça s'est toujours amélioré. Et ensuite, c'est quelque chose de base, de pas très profond, mais de base de théorie politique, c'est qu'on peut classer les différentes opinions politiques en fonction de leur rapport au progrès, voire au temps. Et comme c'est un livre sur l'histoire et comme c'est un livre qui interroge le temps, je pouvais facilement distribuer entre des personnages réactionnaires qui veulent inverser le cours du temps, des progressistes révolutionnaires qui veulent l'accélérer, des conservateurs qui veulent le fixer, etc. Et du coup, ces 4 distributions politiques, elles s'incarnent dans tous mes personnages. Donc ça marchait bien, et fondamentalement, l'une des grandes questions politiques, c'est du progrès. Est-ce qu'on pense qu'il existe? Est-ce qu'on pense qu'il... Et donc, ça a assuré la distribution des opinions, en tout cas. Est-ce qu'il y a une dernière chose pour finir? Si votre carrière d'écrivain n'a pas marché, vous en avez fait quoi? C'était la question, non, je sais pas si tout le monde a entendu la question. Ah si, ma carrière littéraire n'avait pas marché, ce que j'aurais fait. Je me suis pas posé la question comme ça, je me suis toujours interdit de faire autre chose. Enfin, je me suis pas donné de possibilité de succès dans un autre domaine, j'avais pas de plan B. Donc je pense que ça donne un peu d'énergie quand on écrit. J'étais libraire, mais j'avais arrêté d'être libraire pour écrire ce livre. J'avais préparé plusieurs fois le CAPES de philosophie, j'avais échoué. Je sais pas ce que j'aurais fait, bonne question. Mais j'avais tout fait pour m'interdire que ça marche pas, quoi. Mais c'est marrant, rétrospectivement, je me rends compte, je commence à me connaître, je vois comment mon cerveau fonctionne, je me dis que... j'espère que ça va continuer, mais je me dis que je suis fait pour écrire des romans. Mais je me le suis dit avant d'écrire des romans, donc au début c'était pas très fiable, quoi. Mais bon, il y a un truc de... On fabrique celui qu'on veut être, quoi. En partie, mais... Maintenant, en rétrospectivement, je dis oui, c'est vraiment... même, j'ai pas envie d'écrire des essais, j'ai pas envie de faire de philosophie, c'est vraiment le roman, quoi. Le roman, je suis bien quand j'écris des romans, c'est ce que je pense, c'est ce que je peux faire de mieux. Donc je suis content de ça. Après, il a peut-être fallu l'affirmer un peu dans le vide pendant longtemps pour y croire, quoi. Surtout pendant longtemps, je me prétendais, mais c'est le truc un peu honteux, tout le monde, les gens qui écrivent disent rarement qu'ils écrivent, etc. Mais je me prétendais écrivain, je disais pas que je l'étais, j'avais honte de dire que je l'étais, mais surtout j'écrivais pas, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Mais je crois beaucoup à la maturation. Je suis content que mon premier livre, il est paru quand j'avais 30 ans, premier roman à 32 ans. Et je me dis que parce que mon premier sentiment quand mon livre a été accepté, ça a été très court, un très bref sentiment de mélancolie. Je dis c'est la fin de ma vie possible et maintenant c'est ma vie réelle, quoi. Je vais être fixé dans quelque chose. C'est la fin des romans que je pourrais écrire et j'ai eu un tout petit frisson de tristesse de dire si j'étais quelqu'un de névrosé avec des mauvais fondamentaux psychologiques, c'est pas complètement inconcevable, quelqu'un qui est accepté, dont le manuscrit est accepté et qui refuse ou qui se suicide socialement. Il y a des exemples comme ça, il y a beaucoup de gens qui survivent. Enfin, hélas, mais il y a des exemples, des gens qui survivent pas à la publication d'un premier roman ou qui survivent pas au succès et qui s'effondrent. Je le comprends assez, en fait, parce qu'il y a quand même un moment, c'est plus doux d'être un potentiel que d'être un potentiel un peu réalisé. Bon, bien, merci beaucoup, Aurélien Bélanger. Et si vous voulez faire dédicacer vos livres, vous pouvez vous rendre juste là-bas pour le faire juste après. Et je vous rappelle que pour ceux qui sont intéressés, ce soir à 20h30, aux Assises du roman, donc aux Subsistances, il y a une lecture, musicale, voilà, d'Arthur H. 22h30. C'est 20h30. Donc pour les gens qui sont intéressés. Quelle heure? À 20h30, lecture musicale d'Arthur H aux Subsistances. 22h. 22h, pardon. Et avant, il y a un documentaire sur l'Autriche des écrivains. À 20h. Sur 20h. L'Autriche des écrivains, avec Arnaud Geiger et Joseph Winkler. Des écrivains autrichiens. Il y a Peter Handke dans le truc? Non. Merci à tous. Merci beaucoup.